préalable, c'est que je ne devais pas intervenir. C'est l'infirmière coordinatrice du service qui a tout préparé, qui a tout fait. Et j'espère que je traduirai bien ses pensées et son travail surtout. Voilà. Coralie Della Santa qui lui a effectivement un contretemps. Voilà, donc le contexte, c'est une situation assez particulière puisqu'il s'agit d'un accompagnement qui a débuté à la demande de la cellule de signalement des informations préoccupantes de la PAPH de Carcassonne. Voilà. Donc c'est la cellule qui avait été interrogée par un membre de la famille de ce monsieur sur une situation qui paraissait très 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 compliquée. Ce monsieur avait quand même une notification d'orientation MDPH. Donc elle concerne un monsieur âgé de 34 ans, c'était en janvier 2018, qui vivait et qui vit toujours pour quelque temps d'ailleurs dans un logement autonome, mais complètement insalubre et inadapté à sa situation motrice. C'est un logement qu'il avait hérité pour partie de sa grand-mère qui venait de décéder, avec laquelle il vivait. Voilà. Donc un contexte social très très précaire. Et quand nous sommes intervenus, ce monsieur souffrait d'un syndrome de Diogène. C'est-à-dire que, voilà, donc c'était quand même un peu... voilà, il y avait une accumulation de choses qui n'allaient pas, d'autant qu'il est atteint d'une maladie, d'une chorée de Huntington, avec essentiellement des troubles moteurs et une dysarthrie. Donc syndrome de Diogène, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est l'accumulation, si je ne fais pas erreur, on accumule beaucoup de choses. Oui, essentiellement des poubelles, des choses sales, insalubres, voilà. Donc son appartement, sa maison, sa petite maison, elle était remplie, insalubre, et il vivait sur un lit à peu près très dégradé, on va dire, voilà. C'est tout, enfin, il n'y avait pas grand-chose dans cette maison. Alors donc, dans sa famille, il y avait déjà eu des membres, dont sa maman qui était décédée d'une chorée de Huntington. Par ailleurs, il présentait des troubles associés, oui, particulièrement des addictions avec des antécédents d'addiction à l'héroïne. Donc, quand on a débuté cet accompagnement, il y avait très très peu d'intervenants. Il y avait son médecin traitant, un cabinet d'infirmiers libéraux, et c'était l'amorce de l'intervention d'auxiliaires de vie. Mais face à Diogène, il a fallu faire venir un service d'hygiène avant de pouvoir, afin de faire en sorte que les auxiliaires puissent intervenir. Voilà, et c'est tout ce qu'il avait. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. C'est toujours la même. Non, non, encore, la 3. C'est la 3, celle-ci? Oui, c'est la 3. Alors, donc, quand on est arrivé, la bonne surprise, c'est que ce monsieur était complètement partie prenante d'un accompagnement. Il a tout de suite adhéré à toutes les propositions. Et là, on va faire la 3. Alors, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Donc, c'est la balance. Donc, très, très rapidement, les soins des premiers recours ont été mis en place, notamment avec un dentiste. Il a pu avoir accès à plus de mobilité grâce aux ergots du service qui ont permis qu'il puisse accéder à un scooter. L'aide humaine s'est mise en place. Le suivi spécialité de maladie d'Huntington a pu se mettre en place grâce à Coralie Della Santa et au service médical et paramédical du service. On a abordé avec lui la mesure de protection et plus spécifiquement une masse, pour qu'il puisse avoir une masse, parce qu'il était quand même un petit peu... il s'en sortait pas bien, quoi, hein. Voilà, et donc, mais il était partie prenante. Ça, c'est quelque chose qui va rester un fil conducteur de notre accompagnement. Voilà. Les dossiers de demande de logement ont été faits, puisque en fait, il n'avait pas de chauffage et il n'avait pas d'eau chaude dans sa maison, donc il vivait vraiment dans des conditions assez particulières.
Et petit à petit, on l'a amené toujours avec lui, toujours avec son accord et toujours dans une démarche inclusive APFienne. Et on l'a amené, on l'a accompagné dans une démarche de suivi par le XAPA. Le XAPA, c'est ceux qui s'occupent de la dictologie. Mais tout ça, ça a été un énorme travail de lien de l'infirmière coordinatrice et d'une partie de l'équipe du service. Donc il avait confiance, quoi. Ah, il avait confiance. De toute façon, il était tout seul. Enfin, voilà, je crois aussi que... Voilà. Après, d'un autre côté, elle a fait une jolie balance et elle a raison, parce que d'un autre côté, on avait à faire face, l'équipe avait à faire face à des sacrés problèmes, notamment la précarité sociale et l'insalubrité. L'entourage, son entourage, c'était ses amis, plus ou moins qui venaient plus ou moins prendre des doses ou dealer, ou enfin voilà, c'était des amis intéressés, on va dire, hein. Des objets disparaissaient de chez lui, il avait plus, enfin du jour au lendemain, il pouvait plus faire la console, il n'avait plus rien, on ne savait pas pourquoi. Et les conduites addictives qui se poursuivaient et qui étaient très inquiétantes, puisqu'il a frôlé l'amputation d'un membre. Mais là, je vais y revenir. C'est pas joli. Voilà. Alors, voilà. Non, mais tout ça, c'était... Ça nous a énormément questionnés. Ça nous a énormément questionnés, puisque d'un côté, on avait une personne qui était partie prenante, des partenaires qu'on arrivait à réunir, l'équipe arrivait à faire de la coordination et ça fonctionnait assez bien. Puis d'un autre côté, il y avait quand même un réel danger pour ce monsieur, pour sa santé, puisqu'il continuait à... Alors le problème, c'est que les auxiliaires de vie trouvaient parfois des seringues, des morceaux de seringues dans sa chambre, mais c'est pas le pire, c'est que ce monsieur, il avait... Alors, là, c'est... alors en fait, il avait une plaie tibiale gauche ancienne, qui avait 3 ans. Il avait fait une chute de vélo puisqu'il avait des problèmes d'équilibre et il avait une très très grosse plaie qui ne guérissait pas. Et ce monsieur se shootait dans sa plaie. Ce qui fait qu'on pouvait retrouver des morceaux de seringue et que d'un point de vue hygiénique, c'était complètement catastrophique. Voilà. Donc... il a développé une ostéite. S'il vous plaît. Il a développé une ostéite et il a frôlé l'amputation. Et on s'est reposé la question à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur se met en danger, on va resignaler. Sûrement, on va refaire un signalement, faire une information préoccupante. On était prêt à le faire, mais... on se pose quand même, on essaye de se poser les bonnes questions. Et si on fait un signalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, bien sûr, il va y avoir des enquêtes, des trucs comme ça. Et puis, le monsieur n'aura plus confiance en nous, donc on se retirera. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme on est quand même assez présent sur cette situation, on a décidé, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce qu'il fallait signaler ou pas? C'était ça que vous me disiez. Voilà, oui. Oui, mais je sais pas. Alors, on a décidé de ne pas signaler. Donc, on n'a pas refait de signalement. Mais, quand même, puisqu'on est un petit peu prudent, on s'est rapproché encore de la cellule. Donc, la cellule qui vous avait adressé... Qui nous avait adressé le monsieur en leur disant, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et ils ont dit, de toute façon, c'est pas la peine que vous signalez, c'est nous qui vous avons interpellé, donc qu'est-ce qu'on va faire de mieux, etc. Et donc on a continué comme ça. La MASP a été mise en place, qui a conduit, avec l'accord de monsieur toujours, à une demande de mise sous protection, une tutelle. Ça a mis assez longtemps à se mettre en place, puisqu'il y a eu beaucoup d'allers-retours d'hospices. Donc pour l'expertise médicale, ça n'a pas été évident. Cela dit, ça y est, le monsieur est partie prenante.
je vais terminer parce que mon temps imparti est terminé. La situation à ce jour, monsieur n'est plus accro à l'héros, s'appelait Eyeri. Il va déménager, je crois, vers mi-février dans un appartement où il y aura de l'eau chaude et du chauffage. Et il va en centre de rééducation à Hendaye. Il adore y aller parce qu'il n'est pas tout seul. Et ce travail-là, c'est grâce à lui qu'on y est arrivé. Enfin, il ne faut pas... voilà. S'il n'avait pas été partie prenante du truc, s'il n'avait pas été dans une relation de confiance, et nous aussi, ça n'aurait pas pu se passer. S'il n'y avait pas eu la coordination de tous les intervenants et une intelligence commune mise à son service, je pense aussi qu'on n'y serait pas arrivé, et que là-dessus, l'histoire aussi, elle dit que sans les usagers, on ne peut rien faire aussi. Alors la question du signalement, elle est bien présente, elle l'a toujours été, et je pense que si ce monsieur n'avait pas été partie prenante, là, on aurait lancé les choses, mais je suis sûre aussi que ça aurait été voué à l'échec. Voilà. Je pense que j'ai retracé un peu ce que voulait dire Coralie.